tu parles de DEM. Et visiblement, c'est quelque chose qui a une incidence sur la suite. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu veux dire quand tu parles de DEM ou de démonstration? Ah ouais, alors les DEM, démonstrations, en fait, on en fait souvent à l'époque. On en fait souvent pour des généraux, des amiraux, des députés, des élus divers et variés. Tu vois. Donc c'est quand même une activité, on n'a pas beaucoup d'activités opérationnelles, et du coup, on fait pas mal de DEM. Et il y en a une qui est faite, donc comme je le dis là, pour le général, le colonel Lepage à l'époque. Alors c'est quoi cette DEM? On est en 1991, moi je suis caporal-chef, donc chouche à Trépel. On rentre de la première guerre du Golfe, pendant laquelle on n'a pas du tout été utilisé, on n'a pas du tout été employé. Et d'ailleurs c'est ce constat qui est à l'origine du COS. Et là, alors qu'on est en exercice à Toulon, à Hubert, on nous dit il y a un colonel qui fait le tour des unités pour créer des forces spéciales, et donc on va lui faire une démonstration. Alors à l'époque, le COS n'existe pas, l'idée elle semble être établie, mais moi à mon niveau j'en sais rien, et le colonel Lepage il fait le tour de toutes les unités, de toutes les armées, pour définir lesquelles participeront à ce nouveau projet. Bon, nous t'imagines bien qu'à notre niveau on n'en sait absolument rien de tout ça. On est en 91, on rentre de la guerre du Golfe, on n'y a pas participé, on a fait une guerre propre. Faut rappeler qu'à l'époque, on touche les dividendes de la paix. Hein. L'Union soviétique s'est écroulée, tout le monde est content, c'est les dividendes de la paix, il n'y aura plus jamais de guerre. Et en plus, la seule qu'on a fait, c'est une guerre propre. Donc, quand quelqu'un déboule en disant on va faire un truc de force spéciale, c'est difficile d'y croire à cette époque-là. Et donc, on fait notre démonstration, il n'y a pas de choses particulières là-dessus. Et puis quelques mois plus tard, le COS est créé. Et en fait, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre d'où on vient. Okay, il faut bien comprendre d'où on vient. Aujourd'hui, le COS, c'est une boutique qui tourne, qui est reconnue internationalement, avec des mecs qui sont équipés au standard des forces spéciales les plus reconnus au monde. C'est des mecs il y a un passé opérationnel qui est énorme. Il y a des procédures, il y a des moyens, il y a des hélicoptères qui sont dédiés au COS, il y a des avions qui sont dédiés au COS, il y a des unités, il y a des commandements de forces spéciales dans chaque armée. Mais à l'époque, c'est pas du tout ça. À l'époque, c'est pas du tout ça. C'est un colonel. Alors d'habitude, on fait des DEM devant un général. Là, on se retrouve devant un colonel qui veut créer un truc. Au moment où tout le monde désarme et c'est la fin de l'histoire. Ça n'existe pas encore, en fait, le COS. Non, le COS n'existe pas. Non. En fait, il fait la tournée des popotes pour voir quelles unités il va pouvoir solliciter. Et entre cette page blanche et le COS d'aujourd'hui, mais il y a un monde, quoi. Il y a un monde énorme. Et ce monde, il va se construire petit à petit, tranquillement. Et ça va pas partir comme tout ce qui se construit, et comme tous les grands projets. Si tu prends, par exemple, les projets de l'époque, le porte-avions Charles de Gaulle, il y a qu'à aller chercher un peu dans la presse des années 90 pour voir comment on l'a descendu, ce projet. Oui, on renomme un porte-avions, c'est pas bon, ça porte le mauvais œil, la piste elle est trop courte, gna 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 gna. Bon, finalement, le porte-avions marche très bien. Le Rafale, qui est un projet de la même époque, pareil. Le Rafale, on nous explique pendant 20 ans, 30 ans qu'on peut pas le vendre, que c'est un avion qui sert à rien, qu'il vaut mieux acheter américain. Bon, au bilan, le Rafale, aujourd'hui, il se vend bien. Dans la même veine, t'as la 400M. Voilà. Donc ça me permet de revenir sur les problèmes d'avion qu'on avait au COS. Ce qui est évident aujourd'hui, et aujourd'hui, on a des forces spéciales, on a des mecs, quand on les voit, c'est hyper pro, ils bossent hyper pro, tout est cadré, tout est vachement bien. Mais ça n'a pas du tout été le cas au départ, il a fallu partir de bien plus loin, quoi. C'est une construction, quoi. C'est une aventure humaine, et comme toute aventure humaine, il y a de la casse au départ, quoi. Ouais. Beaucoup de volonté. Oui, et surtout, ça souligne, le travail fait par le général Lepage et ses successeurs, mais c'est énorme, parce que justement, dans une période où tout le monde désarme, où les budgets sont réduits comme peau de chagrin tous les ans, où les armées servent de variable d'ajustement, lui, il est obligé en plus de solliciter chaque armée pour leur dire tiens, il va falloir me prêter vos gars, donc vous équipez vos gars, vous les entraînez, vous les payez, et moi je vais les employer, dans certains cas. Donc j'imagine le casse-tête que ça a dû être à cet âge-là. Bon, après, c'est pas le mien, moi à l'époque je suis chouche. Mais non, ce qui semble tout à fait naturel aujourd'hui, d'avoir des mecs entraînés, des moyens, des projections, etc., c'est pas du tout le cas au départ.
Et ça, c'est le résultat d'un travail acharné des chefs, d'un travail professionnel consciencieux des opérateurs, parce qu'il a fallu apprendre à se connaître, il a fallu apprendre à avoir des procédures communes, il a fallu apprendre à avoir des équipements communs. Et tu commences par quoi ? C'est l'œuf et la poule. Si tu veux des procédures communes, il faut des équipements communs. Tant que tu n'as pas les équipements, tu ne peux pas faire de procédures, etc., etc. Donc c'est long. Il y a vachement d'inertie. Il faut faire travailler des gens qui ont des cultures qui sont différentes, complètement différentes, qui se regardent un petit peu de loin depuis longtemps déjà. Ouais, parce que là, on est dans le monde de la testostérone. Là. Donc, c'est le concours du mec qui pisse le plus loin en permanence. Donc ouais, c'est pas simple. Les seuls qui se connaissent un peu au début, donc très vite, justement dans les choses innovantes, très vite, le COS il lance les campagnes de DSV Oxy, donc la dérive sous voile, pour des shooters qui sont largués à très haute altitude sous oxygène. Et donc là, il y a un groupe par armée qui est créé, dédié, qui est affecté à cette activité-là. Donc pour la marine, c'est un groupe du BER, il y a un groupe du 1er, un groupe du CPA-10, un groupe du 13, et ces mecs-là, ils se retrouvent plusieurs fois par an pour des campagnes de DSV Oxy. Et donc c'est les seuls qui se connaissent vraiment en fait. Au bout d'un an ou deux d'activité, les mecs se connaissent parce que c'est toujours les mêmes. Mais sinon, les autres, moi je suis pas dans ce groupe-là, et les autres, on se connaît pas du tout. On se connaît pas du tout. On va commencer à se connaître avec les détachements constitués Ares en Afghanistan. Voilà. Ce qui est intéressant. Qui est en 2003. Donc là, je parle de l'ADEME de création, c'est 91. Donc il y a déjà 12 ans entre les deux. Et ce que tu dis sur finalement, ces premiers qui ont réellement commencé à travailler ensemble, des différentes unités, des différentes armées, sous l'égide du COS, c'était finalement l'embryon, c'était des groupes un peu finalement de tests et qui ont permis de créer une culture commune qui s'est répandue ensuite, mais c'était finalement un petit peu le modèle pilote en fait, qui était créé et qui a pu se répandre ensuite dans les unités ou faire connaître la crédibilité du COS au sein des unités. Ouais, alors je ne sais pas si c'était le but, mais en tout cas, ouais, les premiers gars qui, quand ils se croisent sur les théâtres, se connaissent et se tapent sur l'épaule, c'est les gars des groupes shooters du 1er, du CPA-10, du 13, et le groupe du BER qui est dédié à la DSV. Et qui ont appris à s'apprécier, en fait. Et qui ont appris à se connaître, à s'apprécier, qui ont développé un truc, la DSV, c'est pas anodin, hein. Là c'est pareil, hein. Il faut des avions équipés, il faut des équipages formés, il faut, parce que les gens dérivent sous voile, donc en fait, ils se déplacent sous voile. Quand on fait un saut de shooter, soit on ouvre vertical à 1000 mètres et on se pose sur le point de chute, soit on ouvre très haut et après on se déplace sous voile sur plusieurs kilomètres. Et donc ça c'est très très technique. C'est très technique. Le fait d'être sous oxygène, c'est pas anodin non plus. Et donc c'est une capacité très pointue que développe tout de suite le COS. Et en développant cette capacité, les premiers éléments arrivent à se connaître et à s'apprécier. Voilà. C'est les embryons. Alors après, c'est pas eux qui ont fait tâche d'huile parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, mais c'est ce qui s'est passé après à l'échelle des unités, c'est-à-dire à l'échelle de régiment ou à l'échelle de Grouco, etc. Voilà. Et donc, en fait, le COS, petit à petit, se met en place, il se déploie, il y a des entraînements, il y a les premières opérations, les premières missions, il y a des opérations en ex-Yougoslavie. Il va y avoir aussi chronologiquement une période qui va être hyper importante à partir de septembre 2001, mais déjà avant septembre 2001, il y a des opérations qui sont déjà réalisées sous la conduite du COS. Ouais, alors moi celle auquel je participe, c'est qu'est-ce qu'on a comme opération COS. La première qui est marquante, c'est celle de 97 au Congo Brazza. Okay, donc on est déployé. Parce qu'il y a le changement de régime au Congo Kinshasa. Finalement, ça se passe pas si mal que ça. Donc on retraverse la rivière, on va à Brazzaville, et là, ça s'enflamme complètement. Et là, on est... alors le gros du dispositif a été démonté. On est quelques-uns restés, sous commandement d'un lieutenant-colonel du premier. Un lieutenant-colonel du premier. Et là, moi, c'est la première fois que je bosse sous commandement d'un officier du premier, donc avec un groupe du premier, un terrien, un gars de l'armée de terre, et là, très honnêtement, on a un chef au top. On a vraiment un super chef. Et on se dit, ouais, c'est pas mal quand même, parce qu'on bosse bien. C'est tendu, hein, c'est des évacuations de ressortissants qui se passent quand même. Je crois que j'ai lu après dans des bouquins que dans l'été, il y avait eu 20 000 morts dans la ville. Hein, donc, ils bombardent à l'arme lourde sur les quartiers, etc.
Et on a un super chef, et là on se dit, ouais, putain, c'est pas mal quand même le truc. Et puis après, ça va se développer. Quand on part sur... moi, j'ai fait le premier détachement Ares. Quand on part sur le premier détachement Ares, on ne sait pas du tout... Donc en Afghanistan. Ouais, en Afghanistan, en 2003, on ne sait pas du tout que ça va durer des années et des années. Donc, un exemple de progressivité dans la capacité, au moment où on part sur Ares en 2003, dans chaque groupe, il y a un gars qui est qualifié FAC. Donc le FAC, c'est le gars qui assure le guidage aérien, pour qu'on puisse faire tirer une bombe par un avion si jamais on est pris sous le feu ennemi et qu'on a un renfort d'avion. Bon. C'est une capacité qui est assez rare. C'est un cours qui dure plusieurs mois, aux normes autant, etc. Il faut avoir un gars qui parle anglais, il faut avoir des gars, donc ils apprennent toutes les bombes qu'il y a sous l'avion, à guider, machin, etc. Bon. Il y en a un dans chaque groupe. Un vrai, enfin un gars vraiment qualifié. Et puis quand je retourne en Afghan en 2006, sur le RS7, donc tu vois, j'ai fait le 1, je repars sur le 7. Entre-temps, il y a eu tous les mandats qui se sont succédés, et puis les facs, le réservoir de fac, il s'est un peu épuisé. Et là, en fait, moi, avant de partir, donc à l'époque, je suis de Galon, je suis chef du détachement du BER, il n'y a plus assez de fac, et le COS, il invente ou il fait valider ou il récupère une procédure d'urgence qui s'appelle le ICAS. Et donc ça, c'est la deuxième fois. Donc, la première fois en 2003, il y a des facs qui sont en carte, mais il n'y en a pas assez pour que ça dure dans le temps. Deuxième fois en 2006, solution de rescue trouvée par le COS, on va faire des ICAS. Et troisième fois, quand j'y retourne en 2011, et là, il y a à nouveau des facs partout dans chaque groupe. Et moi, mon fac, c'est un second maître. Les premiers facs sur le premier ARES, les premiers c'était soit des 3 gallons, ça variait entre adjudant-chef et 3 gallons. Après, la capacité, il a fallu l'acquérir en masse. Donc il y a eu un petit passage à vide avec les ICAS, et après on a remonté. Toutes les unités du COS ont renvoyé du monde en masse, et on se retrouve avec, là où on avait les 3 gallons avant, des seconds maîtres, qui sont, c'est des gars qui parlent parfaitement anglais, etc. Et tout ça, c'est démocratisé. Et en fait, voilà, tout ça, ça se construit lentement, ça se construit progressivement, et ça a été comme ça dans plein de domaines, quoi. Voilà. Et quand on voit le résultat d'aujourd'hui, c'est quand même hyper... c'est impressionnant. Quand on voit le bilan, c'est je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sont évacuées lors d'opérations de ressortissants. C'est des libérations d'otages en veux-tu en voilà. C'est des opérations de combat partout dans le monde, surtout dans tous les milieux. C'est la démocratisation d'opérations réalisées avec une mise en place de shooter ops, des opérations, pas des exercices. Il y en a eu beaucoup de faites. C'est une campagne menée principalement par les forces spéciales qui te reprend un pays entier avec le Mali. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont réussi à le faire, etc., etc. Mais le résultat de ça, les héritiers de tout ça, il faut bien savoir d'où on part. Et on part de la feuille blanche et on part d'un truc où enfin moi en tout cas, à cette époque-là, Chouf à Trépel en 91 au moment des dividendes de la paix, personne ne peut se projeter sur ce que deviendra le COS. Je me souviens avoir lu un article dans les années début des années 2000, un article dans Le Monde ou un canard comme ça, qui parlait des forces spéciales et qui disait, à l'époque, le chef d'état-major de l'armée anglaise, c'était un ancien commandant du SAS, donc des forces spéciales de l'armée de terre anglaise. Et il comparait aux forces spéciales françaises en disant les forces spéciales françaises, elles seront arrivées à maturité quand on aura des gens des forces spéciales, issus des forces spéciales, qui seront à ce type de poste de responsabilité. Quand on fait le bilan aujourd'hui, pour prendre les plus médiatiques, quelqu'un comme le général Puga, qui a été GECOS au début des années 2000, il a été conseiller, ça a été le général conseiller du président de la République pendant des années et des années derrière. Donc là, on a des postes de responsabilité vachement importants. Quelqu'un comme le général de Saint-Quentin, qui passe de temps en temps sur les plateaux, après être GECOS, il devient chef des opérations de l'ensemble de l'armée française, etc., etc. Quelqu'un comme l'amiral Prasuk, qui est Alfusco, donc chef des forces spéciales mer et des fusiliers marins mer, il se retrouve après chef d'état-major de la marine, responsable de la totalité de la marine, etc. etc. Et donc, si on compare l'État aujourd'hui, les responsabilités qui sont celles des officiers issus des forces spéciales, et ce qui était le cas il y a 20 ans à l'époque 25 ans à l'époque de cet article, oui, au sens de cet article, ça a mûri et c'est hyper robuste, quoi. Il y a une vraie reconnaissance. Il y a une vraie reconnaissance et ça infuse partout dans les armées. Est-ce que on ferme cette parenthèse sur le COS qui était intéressante et qui montre le point de vue que tu avais, comme tu le rappelais très bien il y a un instant, le point de vue que tu avais en 91
alors que tu étais quartier maître chef BAT, et que tu voyais donc les prémices en fait de ce qui allait devenir le COS, et personne à ce moment-là ne pouvait imaginer ce que ça allait devenir. Et on savait même pas que c'était les prémices du COS, en fait. Bah oui, ouais.